avec Cédric Bouclier, qui est tout simplement en charge de l'adaptation au changement climatique. Vaste programme, en tout cas, on compte sur vous, hein. On a besoin de ça. Donc c'est une intervention qui a été préparée avec Guillaume Suc, qui est chef de produit assurance récolte. Et donc vous travaillez chez Groupama, du coup, assureur bien connu du monde agricole. Donc on a rappelé le contexte. Est-ce qu'on peut quand même préciser quelques points sur la réforme, voilà, qu'on fasse un petit récap? Quelques éléments. D'abord, merci beaucoup. Déjà, adaptation au changement climatique pour Groupama, c'est déjà, ça fait déjà un beau challenge. C'est toute une transformation de notre métier qui est à l'œuvre, mais c'est un peu le cas aussi du monde agricole, hein, au passage. On est très nombreux à être concernés par ça. Si je reviens sur la partie de gestion des risques, ça a été un peu évoqué à l'instant, c'est intéressant de repositionner l'assurance des prairies dans le contexte de l'assurance récolte, qui est un dispositif qui existe depuis 20 ans maintenant, hein, qui a été lancé en 2005. C'est ce qu'on appelle la multirisque climatique ou la MRC. Et tous ces débats-là, notamment la reconnaissance scientifique, la partie moyenne olympique, moyenne triennale, tout ça, c'est parce que c'est lié à des niveaux de subvention, de subvention de la PAC, et puis aussi dans un contexte où on doit forcément faire attention à la manière dont les pouvoirs publics peuvent subventionner ou pas des agents économiques. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a une règle qui s'impose. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce parcours-là, c'est qu'on se rend compte que progressivement, ce niveau de subvention, il a augmenté très significativement. Il en était à 35% en 2005, en 2010, 65%, et puis après, il y a différents niveaux qui sont rentrés. Et puis en parallèle, et ça a été un peu dit à l'instant, il y a eu en même temps un changement de paradigme par rapport à la manière dont la solidarité nationale fonctionnait avec la fin des calamités agricoles dans ce fonds, même si ce mot reste, mais ce fonds exact il n'existe plus depuis 1964, mais des grandes cultures il existe depuis 1964, pardon, mais les grandes cultures sont sorties progressivement en 2009, les viticultures en 2011, et on s'est retrouvé dans un dispositif un peu de concurrence entre un dispositif privé et un dispositif public d'accompagnement, ce qui pouvait aussi poser des difficultés dans les dispositifs au local. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu cette réforme qui a été positionnée en 2022 pour bien poser un cadre clair et de complémentarité entre les fonctionnements. Alors si je poursuis, je rentre un peu dans ce dispositif de réforme. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant 2023, vous aviez une multirisque climatique sur la partie qui était assurée de manière privée, avec un niveau de franchise à 25%, et au-dessus de 25%, une prise en charge par l'assurance privée. De l'autre côté, quand on était au niveau public, ça ne fonctionnait pas en franchise, ça fonctionnait en part supplémentaire qui était à côté. Donc, sur une partie, l'éleveur devait se prendre en charge dès le premier euro, puis il y avait une aide complémentaire. Donc, c'était deux logiques qui n'étaient pas toujours très lisibles en complémentarité. Et l'idée était de se dire, tiens, typiquement, on va mettre un dispositif avec toujours un niveau de franchise, parce que c'est important, c'est partie de ce qu'on appelle la responsabilisation. Chaque acteur doit aussi prendre en partie une partie de son propre risque. Une partie qui va revenir sur l'assurance, c'est la partie qui se complète. Et puis après, il y a un niveau d'indemnisation qui en prend en charge. En faisant la différence, avec des différences entre quand on est assuré ou pas assuré. Ce qui est intéressant, c'est quand on est assuré, on a deux avantages. Le premier, c'est qu'on a l'assurance qui est prise en charge, mais on a surtout une prise en charge un déclenchement par la solidarité nationale qui est plus tôt. Vous le voyez un peu à droite, et qui est même dans une logique de devenir de plus en plus difficile. Enfin, les seuils vont augmenter dans la partie non assurée. L'idée étant derrière que le plus grand nombre d'agriculteurs puissent s'assurer sur ces dispositifs en se couvrant bien, en voyant bien, et dans la répartition des rôles, il y a la part individuelle, c'est ce que j'ai pris par les franchises, c'est ce que j'ai appelé la responsabilité. Le volet assurance, pris par l'acteur privé, puis le volet de la solidarité nationale au-delà d'un certain seuil qui rentre en compte. Cédric, donc le gris, c'est la franchise que je paye, qui alimente aussi une forme de mutualisation, un fonds mutualiste qui permet de se couvrir ensemble de ces risques. La partie verte, c'est ce qui est indemnisé par l'assureur.
Et si ça dépasse le seuil de 30%, on tombe dans le orange. Et là, c'est l'État qui... Et c'est là où l'État, et c'est la partie orange. Donc le gris, c'est l'éleveur, le vert, c'est l'assureur, et l'orange, c'est l'État. Alors pourquoi pourquoi le vert et le orange coexistent dans le haut Parce du graphique? parce que le dispositif, et c'était logique, fait en sorte que aussi nous, en tant qu'assureurs, et c'est la contrepartie de la partie de responsabilité que j'évoquais, nous aussi, en tant qu'assureurs, c'est important qu'on prenne en charge et qu'on soit aussi concerné au-delà de ce seuil, de ce seuil de déclenchement. Parce que sinon, Vous on aurait contribuez, c'est pas 100% qui est... C'est pas 100% de l'État qui prend le risque, Voilà. mais c'est aussi, nous, on en prend, comme vous voyez, on prend 10% de ce risque-là. Et c'est aussi, ça fait partie aussi de notre métier d'assureur de prendre du risque et de prendre cette partie-là. C'est pas que l'État qui doit agir là-dessus. C'est une logique de partenariat public-privé et de répartition des rôles, puisque faire en sorte que l'État, qui est assureur de dernier ressort, ne soit pas le seul à agir dans ce contexte-là. Donc voilà, c'est des schémas pour un peu évoquer, qui donnent le sous-jacent. Ça, c'est les modèles. Et puis après, comme on a été dit, il y a des subventions qui sont permises au niveau aussi de la prime, et ce qui permet, et ce qui explique le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les moyennes olympiques ou les moyennes triennales. Et j'en profite, mais si on avait une vision plus lointaine dans le temps, 10 ans par exemple, certes plus de variabilité, mais on prendrait moins en compte les impacts du changement climatique, une dérive climatique. Donc c'est là où on voit que chaque dispositif a ses avantages et ses inconvénients. Juste prime et franchise, c'est des synonymes? Alors pas du tout. Prime, c'est l'argent, c'est la cotisation que vous allez payer en début d'année à votre assureur. Donc la franchise, c'est une fois que vous avez votre sinistre, c'est la partie que vous allez prendre en charge vous-même. Par rapport à la perte que j'ai subie. Exactement. Ça existe. C'est des classiques de l'assurance, compris dans les contrats à titre personnel. Vous avez aussi des franchises qui s'appliquent. Ça, c'est pour l'assurance récolte en général et l'assurance prairie en particulier. Ça, c'est pour l'assurance prairie en particulier, en sachant que ce modèle-là, il s'applique à l'ensemble des récoltes. C'est les seuils qui peuvent être potentiellement un peu différents, mais en fait, la logique et l'articulation, elle est la même. Elle est la même pour tous les dispositifs. Alors, qu'est-ce qu'on assure si on fait un zoom sur l'assurance prairie? Qu'est-ce qu'on assure concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on assure et pourquoi une assurance paramétrique? En récolte, on avait un avantage extrêmement intéressant, c'est que quand je moissonne, je sais quelle quantité de blé j'ai récupéré. Et donc, ça se fait une fois par an, à un endroit particulier, et puis une fois pour toutes. Donc, c'est là où le système d'expertise traditionnel, avec des opérateurs humains, s'y prêtait. Et ça a été dit tout au long de la journée, pour les prairies, ce n'est pas exactement la même histoire. Parce que l'herbe, elle pousse autour du temps, parce qu'il y a des animaux qui viennent pâturer en cours de place. Et donc, de toute façon, c'était impossible, économiquement impossible, d'envoyer des experts sur le terrain, les vérifier localement, et puis ce qui se passait. Et quand je vois les débats qu'on a eu ce matin sur tous les capteurs, ça montait encore plus que le sujet, il était impossible. Donc, en fait, cette partie, donc c'était pour compenser. Donc en fait, on avait le choix entre pas d'assurance du tout ou des dispositifs, et c'est pour cette raison que le système initial était intéressant dans cette approche. Et puis après, l'autre, donc voilà, donc d'où c'était évoqué sur la partie comptable et les méthodes traditionnelles. Et par contre, ce qui est intéressant, et je vais revenir sur la logique, comment dire, de moyenne, c'est que l'assurance ne garantit pas un niveau de récolte dans l'absolu. Elle assure un écart de rendement. C'est-à-dire qu'en gros, l'assurance, elle est là pour couvrir des coups durs, des coups durs et des écarts de rendement. C'est pour ça aussi que la logique de relative qui ont été évoquées tout à l'heure, sont intéressants, sont importants pour nous. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est dans un dispositif qui est subventionné, et comme on est sur un dispositif, et c'est qui fait appel à la solidarité nationale, et c'est normal, et c'est même complètement logique, qu'il y ait toute cette validation par le ministère, par le comité scientifique, qui sont les garants aussi de ces dispositifs-là. Oui, et du coup, on a compris ce que c'est, pourquoi on avait besoin de l'assurance paramétrique, mais du coup, maintenant, comment ça fonctionne concrètement du point de vue de l'assureur?
Alors, je vais être rapide sur cette partie-là, parce que mon prédécesseur à ce micro était beaucoup plus exhaustif que moi. Donc, effectivement, il y a cette partie satellitaire, hein, la traduction en termes d'indices et des écarts de production. Je vais rentrer un peu dans comment ça se déclenche. Ce qui est important, c'est que dans ce cadre réglementaire, on s'appuie sur... Dans ce cadre, on a un cadre réglementaire. En termes de période, c'est de février à octobre. Ça, c'est fixé par le cahier des charges. Et puis après, bon, on l'a évoqué tout à l'heure. Tous les assureurs suivent le même cahier des charges. On n'a pas le choix. En tout cas, pour commercialiser l'assurance qui fait objet d'une subvention, c'est le dispositif qui s'applique. Et puis, après, le point d'après, c'est comment on valorise ces prairies en euros. Parce qu'évidemment, nous, l'indemnisation, enfin, la prise en charge, elle va être en euros. Et comment on traduit de l'herbe, de la hauteur d'herbe, je vais rentrer dans les débats de matière sèche et tout ça en euros. Et ça aussi, c'est défini dans le cahier, dans ce cahier des charges. C'est un barème national, régional? Est-ce que c'est Alors ça, je parle sous le compte. Je pense que ça, j'ai plus en tête. C'est un barème national, le barème de prix? C'est le même prix de prairie pour toute la France? Allez, ben on vérifiera. On vérifiera, mais... Okay. Un petit texto et le bienvenu, peut-être, Richard. Alors, je répète parce que... Alors, attendez les amis, si vous n'avez pas de micro, les gens à distance ne vous entendent pas. Donc, on dit que c'est un barème national modulo le type de prairie permanente ou temporaire. Non, alors, on enclenche la discussion maintenant. En tout cas, nous, pour notre cas, pour notre assurance prairie à nous, on a choisi le montant qu'on a voulu affecter à la tonne de matière sèche pour assurer un niveau global. Donc, je ne sais plus, on assure quasiment 110 000 euros de récolte par an. On aurait pu assurer 90 000 euros en ayant du coup une cotisation plus faible. Mais du coup, on a fait augmenter la valeur de notre tonne de matière sèche pour être assuré à un stockage plus important, quoi. Voilà. Mais c'est l'éleveur qui choisit son coût de la matière sèche. Mais j'imagine sur la base d'un barème, enfin, il choisit dans des cases, quoi. Il y a un barème. Après, ça permet de définir ce qu'on appelle le capital assuré. Et donc, ce niveau de courbe, évidemment. Et puis après, 110 000 euros, en et puis, suivant c'est ce capital-là. Et suivant le capital, c'est là où il y a évidemment le montant de la prime qui sera calculé en cohérence, en fait. C'est l'élément qui revient. Alors, un peu dans le principe, regardons deux cas. Ce cas-là, il n'a pas déclenché, et on va regarder un cas qui aura déclenché. Donc là, vous avez sur un historique entre 2011 et 2023, c'est qu'on regarde quand même sur une période un peu plus longue dans le fonctionnement. Et puis on va, sur cette base-là, on va regarder comment cet indice il évolue. Et ensuite, on va regarder les fameuses courbes, comment ça fonctionne par rapport à la moyenne olympique. Donc là, c'est le violet à l'écran, ou la moyenne triennale, c'est la courbe verte, c'est la courbe bleue. Bleu turquoise. Et donc, on se rend compte que là, globalement, si je regarde sur 2023, l'indice de référence, l'IPP, il était tangentiel avec ces deux niveaux. Et évidemment, comme ça a été évoqué, dans le choix qui est retenu, c'est de l'indice c'est la moyenne qui est la plus favorable à l'éleveur dans ce dispositif. Donc forcément. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette courbe elle évolue dans le temps, parce que ça qui ne veut pas dire que ça déclenche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments qui étaient excédentaires et des moments qui étaient déficitaires dans l'année. Et c'est aussi un sujet de difficulté que les éleveurs peuvent avoir. Oui, on peut avoir une grosse crise à un moment, dans une période de l'année, et pour autant, à la fin de l'année, comme c'est une moyenne à l'échelle nationale, mais enfin pas nationale, pardon, mais à l'échelle territoriale, et puis surtout sur l'année, peut-être qu'à la fin de l'année, il y a un écart. Ça a été compensé. Il y a un écart, et c'est là qu'on voit, par exemple, cet exemple-là, où on voit que sur le printemps, on était plutôt dans un dispositif qui était excédentaire, très légèrement déficitaire sur le mois de juin. Il redevient excédentaire sur le mois de juillet, puis ensuite, sur les 3 derniers mois du dispositif, il est déficitaire. Et là, effectivement, c'est une logique de moyenne. Cédric, si je comprends bien, là, est-ce qu'on est en train de dire qu'en 2022, du coup, ça va déclencher? Là, ça va déclencher. Voilà, on va prendre un cas ensuite, mais là, dans ce cas-là, effectivement, en 2022, si la personne était assurée, mais effectivement, en 2022, on aurait déclenché très clairement.
Et là, par on est contre, sur une zone particulière, un territoire particulier. Exactement. Là, je ne vous donnerai pas le détail Non, dans mais c'est le juste, point, mais c'est un ça. cas précis. Hein. C'est évidemment des cas, des cas réels. précis. Là, c'est un cas réel, c'est pas un chiffre national. Ce qui montre ces points-là. Et justement, pour illustrer, dans un cas où ça a déclenché, et là, on est toujours sur cette même année 2023, et là, on est sur un cas particulièrement catastrophique, puisque sur l'indice l'IPP, on est proche de zéro. Donc là, on se rend compte que dans ce contexte-là, il a été déficitaire sur la totalité de l'année, et là, on voit que c'est un dispositif qui a déclenché. Et puis après, on voit aussi, c'est les points aussi que les éleveurs ont à gérer sur le terrain, c'est des très grandes variabilités d'une année sur l'autre. Parce qu'effectivement, en 2023, extrêmement défavorable, et à contrario, en 2020, qui est beaucoup plus intéressant. Donc c'est toute la question, c'est effectivement comment on peut être amené à jouir. C'est là aussi, ça peut amener des débats sur les moyennes de référence et les discussions qui sont là-dessus, mais ce qui montre bien tout le sujet d'acceptabilité du dispositif. C'est là où ce qui nous a été présenté ce matin sur l'Observatoire de l'herbe est aussi extrêmement intéressant, c'est de venir confronter, et parce qu'on emmène l'ensemble l'ensemble. Sachant qu'aujourd'hui, sur l'assurance prairie, on reste sur un dispositif qui est quand même très modeste en termes de déploiement. C'est 70 000 accès. Enfin, pour donner quelques chiffres, c'est près de 70 000 hectares qui sont assurés en prairie par Groupama. C'est à peu près, c'est 15 millions de chiffres d'affaires à comparer aux 300 millions qui sont faits sur le reste de l'assurance récolte. Donc on a encore un contrats, sujet. C'est ça, j'ai en tête. C'est à peu près un peu moins. Un peu moins de 10 000 contrats. Mais c'est effectivement ces montants. Ça, c'est les chiffres pour Groupama. Donc on voit qu'on a encore un peu, on a comme pour beaucoup d'acteurs qui ont été évoqués ce matin, encore un sujet de passage à l'échelle, en fait. Et le point, c'est en fait de... Et Cédric, pourquoi est-ce qu'on assure qu'une fois par an? Pourquoi on indemnise qu'une seule fois par an? Pourquoi on ne peut pas imaginer des périodes? On a dit qu'il y avait plusieurs périodes de fauche, etc. Enfin, pourquoi est-ce qu'on on découpe pas l'année en plusieurs périodes? Ce qu'on a besoin, c'est de prendre en compte des logiques d'aléas. Ce qu'on a besoin, c'est d'arriver à différencier ce qui relève de la pratique, ce qui relève du manière dont on pratique au sens du commun, quoi. Non, mais du... même le manière dont on conduit ses itinéraires techniques, la manière dont on conduit son exploitation, et ça a été évoqué ce matin. Il y a plein de pratiques différentes, et puis en fonction des choix de pâturage, en fonction des choix de laisser au champ, de faucher à quel moment. Là aussi, on a besoin de laisser en fait un peu. Ce qu'il faut, c'est que ça, c'est évidemment, c'est une partie qui est à la main de l'agriculteur, et ça, c'est évidemment pas assurable. Et parce que c'est ça point. Donc là, ce qu'on cherche à tenir compte, c'est cette notion d'aléa qui est liée au climatique et qui est liée aux différentes fonctionnalités. C'est une raison pour laquelle cette vision en recul sur l'ensemble de l'année est important sur les périodes qui sont évoquées là. Pour conclure, en tout cas, je voulais vous remercier. Il y a évidemment à votre disposition pour quelques questions. Et on est sur des dispositifs qui sont encore en mode de déploiement, de construction, d'acceptation. Et on est encore très très loin d'un niveau d'usage, y compris sur le volet et solidarité nationale, qui font face aux enjeux auxquels nos éleveurs sont exposés. merci beaucoup Cédric, on peut l'applaudir chaleureusement.